Rebonsoir à tous, je m'appelle Grégoire Estroza, je suis enseignant en activité physique adaptée. L'activité physique adaptée, ça vous parle peut-être pas, c'est un terme un petit peu pompeux en fait pour dire que mon métier c'est de vous faire de l'activité physique, de vous faire bouger dans un but de santé. Et après, j'ai travaillé dans des secteurs différents, dans les secteurs médicaux et sociaux différents, et j'ai passé la plus grande partie de ma carrière pour le moment en cardiologie. En cardiologie, où j'ai été amené à développer et à faire de l'éducation thérapeutique du patient, justement, pour mieux comprendre, mieux aborder la maladie et ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place pour éviter qu'elle ne revienne ou que ça ait trop d'impact sur notre santé et notre quotidien. Alors, on va voir plusieurs choses. On va voir déjà les choses à faire pour reprendre une activité physique. Donc, quel type d'activité physique on va pratiquer? On va se poser la question sur l'intensité, comment évaluer sa pratique, savoir si j'en fais assez, si j'en fais pas trop, si je me mets pas en danger. Donc, c'est à relier avec la fréquence. Est-ce qu'il faut en faire tous les jours? Est-ce qu'il faut en faire plusieurs fois par jour? Est-ce qu'il faut en faire une fois par semaine? Ça nous amène à une autre problématique à laquelle on est tous confrontés, malade ou pas, c'est la motivation. On est tous soumis à la même chose, ça s'appelle la flemme et il y a des jours où on n'a pas envie. Donc comment faire pour essayer d'avoir le moins possible la flemme et même si on a la flemme de s'y tenir quand même. On va aborder aussi la question de la séance en elle-même. En fait, qu'est-ce que je dois faire au cours de ma séance? Comment on va la construire? Il y a plusieurs choses à respecter, à mettre en place, donc on va aborder ça. Et après, on va parler d'un cadre un peu plus sécuritaire, si vous voulez, les choses qu'on va prévoir, qu'on va anticiper avant, pendant, après votre séance, toutes les choses que vous pouvez faire, toutes les dispositions à prendre. Il n'y a rien de très compliqué. Ça reste, en fait, si vous voulez, assez générique parce que j'ai pas de formule miracle, de formule magique à vous donner. C'est principalement, on va dire, plutôt du bon sens. Superbe. Alors, avant de commencer, je pense qu'il y a une première question, c'est pourquoi en fait faire de l'activité physique? Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les bénéfices? À quoi ça sert en fait de faire du sport? C'est ça. Alors, on vous dit, pas seulement moi et pas seulement les personnes malades, qu'il faut faire de l'activité physique. Donc forcément, moi, je vous dirais de faire de l'activité physique parce que c'est mon métier de l'enseigner. Je prêche pour ma paroisse, mais il y a un vrai intérêt sanitaire derrière. Donc ça va déjà avoir un impact positif sur votre qualité de vie, sur votre quotidien. De manière générique, en fait, on va prévenir certaines maladies liées au vieillissement. Ça va avoir un impact sur certaines maladies chroniques. On peut penser à l'hypertension, au diabète de type 2, à des choses comme ça. Donc l'activité physique est un des facteurs. On verra que c'est pas le seul. Ça peut avoir une influence forcément sur des maladies liées plus au vieillissement. On peut parler de sarcopénie ou d'ostéoporose. C'est la diminution de la masse musculaire avec l'avancée en âge et la diminution du capital osseux, pareil avec l'avancée en âge. Donc il y a vraiment cette idée de qualité de vie derrière, de vivre, alors pas forcément le plus longtemps possible, mais de rester en bonne santé avec une bonne autonomie. C'est ça qu'on va inclure dans la qualité de vie. Et après, tout simplement, ça va être de renforcer votre cœur, en fait ce qu'on va appeler le système cardiovasculaire. Donc le cœur, la respiration et la circulation du sang à travers le corps. Il y a d'autres effets dont on peut parler, par exemple, ça va être sur l'aspect psychologique, sur la santé mentale, sur l'endormissement, sur tous ces facteurs-là qui sont en lien, pareil, avec ce qu'on va appeler la santé, parce que l'OMS définit la santé non plus comme l'absence de maladie, mais plutôt comme le bien-être de plusieurs sphères sociales, le plan santé, l'absence de maladie, le plan psychologique, sur plusieurs facteurs. Et l'activité physique a un impact positif là-dessus. Il y a des études qui ont montré que la pratique régulière d'une activité physique avait des résultats équivalents à la prise d'un traitement médicamenteux. Donc, forcément, vous l'aurez compris, il y a un intérêt à pratiquer une activité physique régulière. J'insiste sur le régulier, on y reviendra, tout au long de votre vie, en fait, tout au long de votre parcours. J'en profite pour rebondir sur une question qui a été partagée sur le chat. Est-ce que du coup l'activité physique, elle peut aussi aider justement à se remettre de certaines opérations, des douleurs après des opérations? Donc là, on parle par exemple d'une sternotomie, donc l'opération qui consiste à ouvrir le sternum, typiquement quand on doit faire des pontages sur le cœur. Et ce qui est le cas de beaucoup de patients, c'est du coup, maintenant, elle a des difficultés à lever ses bras, donc pour fermer le coffre de la voiture, étendre du linge sur des fils.
qu'est-ce qu'il est possible de faire dans ce cas-là? Donc, comment est-ce qu'on peut procéder pour réduire un peu ces douleurs? Est-ce que le fait d'avoir certains exercices peut aider? En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, il peut y avoir des douleurs d'ordre mécanique, parce que pour ceux qui ont eu ou ceux qui connaissent pas la sternotomie, en fait, on va venir vraiment scier votre sternum en deux et on va venir ouvrir, écarter votre cage thoracique. Donc forcément, ça peut avoir un impact sur un plan articulaire, sur un plan osseux, structurel, dans votre dos, sur des douleurs dorsales, sur des douleurs costales, sur des choses comme ça. Et du coup, du fait de l'immobilisation, on va vous dire d'attendre la consolidation du sternum avant de refaire des mouvements, de porter des charges, d'avoir les bras, de lever les bras, ce genre de choses. Ça va entraîner, si vous voulez, une perte de masse musculaire. Le corps, à savoir que le corps humain, il est quand même assez feignant. S'il y a des choses qu'on n'utilise pas, par exemple les muscles, il va pas les maintenir. Il va les réduire. Donc, on va perdre de la masse musculaire. On rejoint ce que je disais en préambule sur la sarcopénie, qui est la diminution de la masse musculaire avec l'avancée en âge. Donc, la meilleure chose à faire, ce serait dans un temps peut-être déjà d'aller voir un ostéopathe, voir si l'opération d'intervention n'a pas généré des conflits, des douleurs, des choses comme ça, pour essayer de voir si tout est en place, on va dire, de manière grossière. Et après, ça va être de refaire petit à petit, progressivement, du renforcement musculaire, de la musculation, des exercices de rebouger sans douleur, pour justement reconstruire de la masse musculaire, refaire un peu de mobilité et avoir plus d'aisance avec votre corps. C'est, encore une fois, c'est générique, mais vraiment dans l'ordre des choses, ce serait de commencer par faire un petit bilan, voir si on peut, si tout est normal, si tout est en place, et après d'essayer de, toujours cette notion de progressif, de refaire petit à petit un peu plus de choses. J'en profite du coup pour répondre à l'autre question. Est-ce que l'on peut reprendre de la masse musculaire après un remplacement de la valve aortique? Oui, tout à fait. La masse musculaire, en fait, on va en perdre. Donc, c'est encore une fois, je reprends ce que je disais, la sarcopénie. Avec l'avancée en âge, on va avoir une diminution de la masse musculaire. Mais c'est pas pour autant qu'une personne qui était, si vous voulez, sédentaire, qui faisait pas beaucoup de sport, si elle se met à faire de l'activité physique, du renforcement musculaire, c'est pas pour autant qu'elle pourra pas reprendre de masse musculaire. Et le remplacement d'une valve, un TAVI par exemple, n'empêche en rien de reprendre de la masse musculaire. J'ai eu des personnes qui ont été opérées. J'ai eu un monsieur récemment qui avait été opéré, en fait, qui était venu à l'origine parce qu'il s'était fait opérer de l'épaule et d'une hanche. Et en fait, par la suite, il a eu une opération, il a eu un TAVI, un remplacement de valve, et on a continué à faire de la rééducation. Et en fait, ce monsieur, oui, a repris de la masse musculaire. Après, il y a plusieurs choses liées à la prise de masse musculaire. Donc, il va y avoir forcément le fait d'avoir une activité physique régulière avec une certaine intensité pour solliciter la croissance qu'on va appeler l'hypertrophie, la croissance musculaire. Mais en fait, si vous voulez, au même titre, il va falloir avoir des apports caloriques et donc manger suffisamment et avoir suffisamment de consommation de protéines dans votre journée. Parce que la protéine, c'est ça qui principalement va être utilisé par votre corps pour construire du muscle, donc pour reprendre de la masse musculaire. Mais du coup, oui, c'est tout à fait possible de reprendre de la masse musculaire. Et s'il y a la notion de reprendre, il y a la notion qu'on en avait déjà plus avant et qu'on en a perdu. L'avantage, c'est que le corps et les muscles ont une mémoire, si vous voulez. Donc, pour quelqu'un qui était, on va dire, musclé, qui avait un certain pourcentage de masse musculaire, il reprendra plus vite cette masse musculaire que quelqu'un qui n'en avait pas. Parce qu'il va la reprendre, il va pas, si vous voulez, en gros, la construire. Je schématise un peu, mais l'idée derrière, c'est ça. Donc oui, c'est tout à fait possible. Merci déjà Grégoire pour ces premiers éléments d'information. Je vois que ça parle justement dans le chat de réhabilitation, réadaptation cardiaque. Donc c'est une transition toute trouvée pour la suite, qui est justement après l'infarctus, on peut se poser la question aussi de est-ce qu'on peut reprendre une activité par soi-même? Est-ce qu'il vaut mieux être accompagné? C'est quoi un peu le scénario idéal, Grégoire, d'après toi? Est-ce qu'il faut faire une réadaptation? Le scénario idéal, ce sera forcément, on vous incitera à aller faire une rééducation dans un centre de rééducation parce que vous avez tous les professionnels de santé sous la main, parce que vous êtes suivi dans la structure par un cardiologue, en plus du vôtre, et du coup, vous avez des personnes à qui poser toutes les questions, si vous voulez. C'est un parcours, c'est en moyenne, ça va être entre 3 et 6 semaines où vous allez justement faire plusieurs types d'activités, les patients qu'on prend en charge,
il y a des patients qui ont eu un infarctus, il y a des patients qui ont eu des pontages, donc qui ont eu des sternotomies, des choses comme ça. Donc on aura forcément des choses différentes à leur proposer. Mais ces personnes-là, nous, dans mon centre, par exemple, si vous voulez, on va faire un réentraînement à l'effort. Donc où vraiment, le but, ce sera de faire travailler votre cœur, de réentraîner votre cœur à l'effort. Mais à côté de ça, on va faire aussi de la musculation, donc du renforcement musculaire pour, la priorité, ce sera avant tout, même chez les personnes qui ont eu des sternotomies, de renforcer les jambes. Parce que les jambes, on verra, il y a pas mal d'échanges gazeux qui se font au niveau des muscles des jambes. Et en fait, ça va soulager aussi votre cœur et vos poumons. Et on peut avoir après d'autres choses comme de la relaxation, des séances de gym, des choses comme ça, où on travaillera sur d'autres choses qui peuvent être bénéfiques. Donc tout ça, tout cet accompagnement, il est évidemment meilleur si on le fait dans un centre de rééducation. Après, la problématique est que on n'a pas tous une place, on n'a pas tous à proximité un centre de rééducation, de choses comme ça. Dans ce cas-là, on vous invite à être entre guillemets autonome et à vous prendre en main et à faire les choses par vous-même. C'est pour ça que nous, on intervient. Mais on n'a pas on n'a pas vocation à remplacer une prise en charge dans un centre de rééducation. Vraiment, si vous pouvez et vous devez, évidemment, faites votre prise en charge dans un centre de rééducation. Et donc, si jamais on n'a pas la chance de bénéficier d'une réadaptation ou de téléréadaptation, l'idée dans tous les cas, avant de reprendre une activité physique, on va dire intense ou voilà, de se relancer dans une pratique importante, c'est quoi? C'est d'aller discuter quand même avec son médecin avant? Dans tous les cas, il vous faudra un avis médical de votre médecin traitant, voire de votre cardiologue. Mon avis, peu importe, ou peu importe l'avis de vos rééducateurs, ne remplacera jamais l'avis de votre médecin, de votre cardiologue. On va pas se suppléer à ça. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant même après, si vous faites une rééducation, c'est d'avoir un test à l'effort. Nous, c'est des choses qu'on fait par exemple dans notre centre de rééducation. Les patients à l'entrée font un test à l'effort. Donc sous la surveillance d'un médecin, d'un cardiologue, et ils en font un autre à la sortie. Ça nous permet en plus de ça d'avoir une base de travail sur votre fréquence cardiaque pour savoir à quelle intensité on va vous faire travailler, comment on va vous faire travailler. Donc dans tous les cas, même si vous n'avez pas accès à ça, discutez-en avec votre cardiologue, vous êtes suivi par un cardiologue, donc discutez-en avec lui, demandez-lui son avis, même si normalement il devrait vous le donner lui-même, sur la reprise d'une activité physique, sur l'intensité et sur la possibilité de faire un test à l'effort. Et parce que ça rassure aussi, si vous voulez, de faire un effort qui va être pour le coup un effort poussé à son maximum, surveillé par un médecin. On a pris rendez-vous avec son médecin, son cardiologue, on a fait un test à l'effort voilà, qui se passe bien. Donc le cardiologue nous dit qu'on peut reprendre le sport normalement. Donc, quelles sont les activités conseillées? Il y a 3 familles d'activités physiques, trois familles d'activités physiques. On va distinguer l'activité physique en 3 familles, pardon. On va retrouver d'un côté les activités d'endurance. On va s'attarder sur celles-là parce que c'est celles-là qu'on va privilégier dans le sens où c'est celles-là qui vont faire travailler, réentraîner votre cœur et votre système cardiovasculaire. Donc, on va retrouver dans les activités d'endurance, en fait, toutes les activités qu'on va pratiquer en continu. Que ce soit la marche, la randonnée, le vélo, le ski de fond, le rameur, la natation, toutes ces choses-là. L'intensité, c'est ce que je disais, c'est une intensité constante, sauf dans certains cas où si vous êtes passé en réadaptation, on a pu vous le faire avec des formats qu'on va appeler de faire du fractionné, où on va monter pendant 1 minute, on va avoir une intensité élevée, pendant après 3-4 minutes, on va avoir une intensité moindre. C'est un autre format d'entraînement qui vous permet d'aller chercher des intensités plus élevées, mais avec des phases de repos et des durées assez courtes pour éviter que justement votre cœur ne monte trop vite et monte trop haut en fréquence et que votre pression artérielle, pareil, ne s'envole et monte trop haut. Le fait d'avoir une plage de récupération derrière va permettre de descendre. Mais si vous voulez, on ne va pas s'arrêter. On va quand même avoir une activité qui va être en continu. C'est ça qui va faire que votre activité est une activité d'endurance et c'est vraiment celle-là qu'on va privilégier pour votre cœur et pour la santé de votre cœur, pour le réentraîner à l'effort. Si vous avez des questions là-dessus, bien sûr, n'hésitez pas. On va retrouver après une deuxième famille qui est le renforcement musculaire. Renforcement musculaire, on va retrouver dedans en fait toutes les activités type aquagym par exemple, stretching, yoga, pilates, c'est des activités qui sont plutôt, on va dire, à la mode, ou après des choses un peu plus basiques comme du renforcement musculaire, tout simplement de la musculation. C'est intéressant aussi et l'OMS en fait vous recommande d'en pratiquer aussi 2 fois par semaine
parce que comme on disait, ça va là entraîner pas votre cœur, mais vos muscles. Si vous faites ou si vous avez fait un test d'effort, ce qui peut des fois vous arrêter, ce sera pas forcément votre cœur, ça va être vos jambes, parce que vous aurez mal aux jambes avant que votre cœur soit fatigué. On va en fait dire que c'est la périphérie, donc vos muscles périphériques, les muscles des jambes par exemple, les quadriceps, qui vont se fatiguer avant votre cœur. Donc c'est pareil. Et porter des charges, des choses comme ça, je vais faire mes courses, je vais rentrer chez moi, je vais porter mes 2 packs d'eau. Ben, en fait, c'est pas votre cœur qui va se fatiguer, c'est vos muscles, parce que vous devrez porter une charge et ça va demander un effort. Et le lien avec tout ça, avec votre cœur, c'est que plus vos muscles sont entraînés, moins ils auront en fait besoin de sang et d'oxygène pour fonctionner, pour produire un effort. Donc quelque part, votre cœur aura moins besoin de s'activer, de battre vite pour envoyer beaucoup de sang et beaucoup d'oxygène à vos muscles. Donc en renforçant vos muscles, vous allez aussi un peu préserver votre cœur. C'est ce que je disais en introduction avec le fait qu'on travaille principalement les muscles des jambes et qu'on va beaucoup solliciter les jambes. Si je prends un exemple tout simple, vous renforcez votre cœur, vous faites du vélo à bras, donc juste en utilisant les bras. Très bien. Votre cœur, il travaille, il se renforce, parfait. Vous sortez, vous voyez le bus qui est à 100 mètres, vous allez le rater, vous devez courir. Vous allez vous mettre à courir, arriver au bout, vous allez être essoufflé pareil, parce que les muscles des jambes ne seront pas habitués à travailler. Ils vont pas tellement comprendre ce qui leur arrive si d'un coup vous mettez à courir. Du coup, ils vont demander beaucoup d'oxygène, beaucoup de nutriments à votre corps. Donc le cœur, il va se mettre à battre vite pour en envoyer beaucoup. Donc vous allez être essoufflé quand même. C'est pas pour autant que votre cœur sera pas entraîné, c'est que c'est vos muscles, c'est la périphérie qui, elle, ne va pas suivre et du coup va demander une activité plus intense à votre cœur. Donc il y a forcément un intérêt à travailler vos muscles. Et après, des intérêts, il y en a plein d'autres. Ça peut être pour la posture, ça peut être pour les douleurs, ça peut être pour avoir plus d'aisance au quotidien, ce genre de choses, plus de souplesse. La natation est conseillée. La natation est conseillée, oui, c'est un bon sport qui est conseillé en activité d'endurance, sauf si on a une sternotomie. Alors, sauf si on a une sternotomie, c'est-à-dire dans un premier temps. Parce que la natation va mettre beaucoup de contraintes vu qu'on appuie sur une résistance, sur l'eau, et on peut avoir sur, par exemple, du crawl, des mouvements où on va dissocier. On va envoyer un bras mais pas l'autre, comme sur du tir à l'arc ou des choses comme ça. Et c'est des choses qui vont demander beaucoup d'ouverture au niveau de la cage thoracique. Dans le cadre d'une sternotomie, au début, c'est pas forcément conseillé, la natation. Après l'aquagym, après une sternotomie, ça peut être pas mal de travailler en douceur contre une résistance, en fait contre la résistance de l'eau tout simplement. Mais en général, on vous dit d'attendre au moins bien, moi je dis 3 mois, que ce soit bien consolidé, qu'il n'y ait plus de soucis au niveau de vraiment la sternotomie. Mais après, pour reprendre un travail en douceur, oui, la natation, c'est tout à fait conseillé. Ou l'aquagym, par exemple, qui sont du coup 2 choses différentes qui n'appartiennent pas à la même famille. Très clair. Donc, sur le renforcement musculaire, tu expliquais que la recommandation, c'était environ 2 fois par semaine. Sur les activités d'endurance, t'en parleras un petit peu après. C'est ce que recommande l'OMS. Je l'ai précisé là parce qu'on l'a pas dans le PowerPoint. Après, on va venir sur justement la fréquence des activités d'endurance. Je vais juste répondre à la question. Le renforcement musculaire, je suis limité car j'ai eu il y a quelques années une opération d'une hernie cervicale. Existe-t-il d'autres activités que celles mentionnées? J'ai fait un peu de stretching, mais je suis vitaminée, idem, je nage seul en brasse papillon. Oui, il y a d'autres activités. En fait, si vous voulez, c'est une liste non exhaustive, c'est un exemple. On y viendra après sur le choix de l'activité. Une hernie cervicale. Alors après, c'est en fait compliqué si vous voulez de répondre à ces questions sans avoir le dossier médical de la personne. Je ne pourrais pas vous dire, Nicole, par exemple, il faut vous faire telle activité. Mais dans tous les cas, même si on a une hernie ou des choses comme ça, c'est intéressant de renforcer et d'avoir un travail musculaire pour renforcer et protéger cette zone. Parce qu'à l'inverse, si on n'en fait pas du tout, on va plus facilement se blesser, on va plus facilement être soumis à des contraintes. Ça pourrait être intéressant, je prends un exemple, mais encore une fois, peut-être je vais vous dire une bêtise, j'ai pas votre dossier médical sous les yeux, je sais pas exactement ce que vous avez eu, quelle est votre mobilité, mais là, comme ça, moi je vous dirais, c'est intéressant de travailler les érecteurs du rachis, les muscles qu'on a derrière le long de la colonne, pour la posture, pour tenir votre tête, pour le renforcer, pour avoir moins de douleur, pour peut-être que les trapèzes aussi, c'est intéressant de les renforcer. Voilà, donc oui, il y a d'autres choses à faire. Mais vous voyez, l'intérêt d'aller aussi en centre de rééducation, c'est qu'on a quelqu'un, vous aurez quelqu'un en face de vous, qui aura votre dossier médical, qui vous voit, qui vous connaît, qui peut avoir une expertise et du coup avoir un conseil forcément plus précis et plus adapté que celui que j'aurais moi en répondant seulement à votre question. Donc, il y a juste une question aussi qui demandait, peut-on envisager la reprise d'activité que l'on appelle cardio, pratiquée en salle de sport, ce qui est cardio-training, etc. Alors, on peut plus que l'envisager, on doit le faire.
on doit le mettre en place. C'est en fait tout ce qui va être cardio, toutes les activités cardio, c'est ça. Ça peut être, on a des choses genre Tabata ou des choses comme ça avec des formats assez intenses. Oui, on peut le faire et on doit le faire parce qu'on va réentraîner son cœur. On va faire rentrer ça dans les activités d'endurance, mais on doit le faire de manière, en fait, si vous voulez, évidemment, réfléchie et contrôlée, en surveillant sa fréquence cardiaque. On va y venir un petit peu après. Juste parler du coup de la dernière famille d'activités physiques, c'est ce qu'on va appeler les activités physiques de la vie quotidienne. Celles-là, elles ont un intérêt parce qu'elles vont vous permettre en fait de lutter contre ce qu'on appelle aujourd'hui, et ce qui est un des grands mots du siècle, la sédentarité, où on est en fait moins actif et on sollicite pas suffisamment notre corps. Donc il va falloir rester en mouvement. Donc on va retrouver dedans jardiner, bricoler, faire les courses, marcher pour aller prendre les transports, prendre l'escalier plutôt que les escalators, des exemples connus comme ça. Mais en fait, ça va être d'utiliser au quotidien votre corps. L'activité physique, en fait, c'est tous les mouvements produits par les muscles du corps et qui génèrent une dépense énergétique. Et à contrario, la sédentarité, ça va être le fait d'être dans une position ou d'avoir une activité qui ne va pas engendrer de dépenses énergétiques et donc de mouvement du corps. Lire, c'est très bien, moi j'aime beaucoup lire, mais c'est pas une activité physique. Si je passe toute ma journée à lire, j'aurais quasiment pas utilisé mon corps, donc forcément, en fait, entre guillemets, je vais l'affaiblir. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille d'avoir des activités de la vie quotidienne, des vécu assez importantes. C'est un peu l'histoire des 10 000 pas par jour, des choses comme ça. En fait, c'est pour ne pas être sédentaire et continuer à bouger, à solliciter, à utiliser votre corps, toujours dans la même logique de qualité de vie, de mieux vieillir et de vieillir en bonne santé. On va retrouver après des activités qui vont vous être déconseillées. Ça va être en fait toutes les activités à haut risque de blessure, parce que souvent, vous avez des traitements anticoagulants, antiagrégants, plaquettaires, et du coup, en fait, toutes les activités physiques où vous avez un fort risque de vous blesser, ça peut entraîner derrière une hémorragie, des choses comme ça, des complications. C'est pour ça qu'on va vous les déconseiller. Après, on va y venir dans le choix de l'activité physique. En fait, dans la balance, je vais mettre aussi, si vous voulez, votre niveau d'expertise. C'est-à-dire, si vous me dites, demain, je veux me mettre au tennis, mais que vous n'avez jamais fait de tennis de votre vie, forcément, ça risque d'être un peu compliqué parce que vous n'allez pas avoir certains repères, lire des trajectoires de balles, des choses comme ça, savoir se déplacer sur le terrain. Donc, ça va de suite vous demander un effort assez intense. Si à l'inverse, ça fait 20 ans que vous faites du tennis et vous me dites, le tennis, il n'était pas dans la liste, mais c'est l'activité que je préfère et j'en fais plein et j'y joue 6 heures par semaine, moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire oui parce que vous avez en fait un niveau d'expertise dans cette activité physique qui est importante. Pareil, en fait, un peu, si vous voulez, même à la rigueur pour les sports de combat, si vous voulez. Si vous me dites, j'ai jamais fait de boxe, je vous dirais, c'est peut-être pas le bon moment pour essayer, pour s'y mettre. Si ça fait même chose 20 ans que vous faites de la boxe, en soi, si ça vous fait plaisir et que ça vous fait faire de l'activité physique, toujours pareil, de manière raisonnée, peut-être plus le moment de faire de la compétition. Mais oui, en soi, moi, je m'y oppose pas si vous voulez. Et après, encore une fois, par contre, mon avis ne remplace pas l'avis d'un médecin. Donc, si votre médecin vous dit formellement, non, il faut pas, écoutez votre médecin et pas moi. Merci beaucoup, Grégoire. Donc, si j'ai bien compris, toute activité, entre guillemets, est bonne à prendre du moment qu'elle nous fait bouger. Ça permet de lutter contre la sédentarité. On privilégie quand même les activités d'endurance, donc marche, natation, vélo, et avec un petit peu de renforcement musculaire aussi. Donc, pour garder du muscle. On évite les activités à risque vraiment de contact, d'hémorragie. La question que beaucoup de personnes se posent, c'est quelle est l'intensité de cette activité, parce que évidemment, après un accident, notamment un infarctus, on peut vouloir se mettre au repos, à l'économie pour éviter de se mettre en danger, mais il faut quand même un petit peu aussi d'intensité pour que l'activité ait un intérêt. Donc, comment est-ce qu'on évalue l'intensité de l'activité physique? Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est ce qu'on va voir de suite. Et juste avant, on a tendance c'est plus le cas aujourd'hui. Avant, c'était le cas. Après un infarctus, le médecin disait reposez-vous, prenez du temps. Maintenant, vous avez peut-être constaté ça si vous êtes passé en centre de rééducation, justement. On vous fait travailler et on vous fait entamer votre rééducation juste après votre infarctus, le plus vite possible, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la récupération
des cellules qui étaient endommagées par le manque d'oxygène, il y a un infarctus, des choses comme ça, elle est plus grande, plus proche de l'événement. Donc plus on commence la rééducation tôt, plus on aura une chance de récupération qui est grande sur les zones du cœur qui ont été impactées et sur notamment votre fraction d'éjection du ventricule gauche. Quand vous faites un test d'effort, en fait, c'est ça aussi qu'on va regarder et c'est ça après qui va définir le fait qu'on ait une insuffisance cardiaque ou pas. C'est la capacité de votre cœur à éjecter du sang, donc de votre ventricule gauche, à éjecter du sang quand il se contracte. C'est tout l'intérêt aussi de faire de la rééducation et de faire travailler son cœur. C'est de le rendre plus efficient, plus efficace et du coup de le maintenir en bonne santé. Donc comment on va évaluer l'intensité de votre activité physique? Évidemment, on va utiliser votre fréquence cardiaque. Mais la fréquence cardiaque tout seul, si on la lit, si là je prends ma fréquence cardiaque, je ne saurais pas ce que ça veut dire en gros, si elle est bonne, si elle est trop haute, si elle est trop basse. Donc pour ça, en fait, c'est pour ça que je vous disais que c'est intéressant d'avoir une épreuve d'effort, parce que l'épreuve d'effort, au-delà de ça, ce qu'elle va nous donner comme information, c'est votre fréquence cardiaque maximum, la fréquence cardiaque la plus haute à laquelle va monter votre cœur. Donc ça, c'est intéressant. On peut la calculer de manière théorique. C'est 220 battements par minute moins votre âge. Ça nous donne la fréquence cardiaque max théorique, mais ça reste de la théorie. Surtout après sur des personnes qui ont eu un infarctus, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et surtout que souvent vous avez un traitement bêta-bloquant ou des choses comme ça qui vont limiter votre fréquence cardiaque. C'est pour ça que c'est plus intéressant de travailler avec une épreuve d'effort et d'avoir cette fréquence cardiaque max. On aura besoin de cette valeur-là et après de votre fréquence cardiaque de repos. Celle-là, c'est celle qu'on va prendre juste au réveil, par exemple. Je me réveille, je m'assois dans mon lit tranquillement, je regarde ma fréquence cardiaque. Ça, ce sera votre fréquence cardiaque de repos. Et en fait, ces deux valeurs vont nous permettre de calculer ce qu'on va appeler une fréquence cardiaque cible. Et en fait, c'est la fréquence cardiaque à laquelle on va devoir s'entraîner, à laquelle vous allez devoir vous entraîner pour être sûr que le travail il est efficace. Si par exemple, ma fréquence cardiaque max, c'est 170 et que le matin au réveil, je suis à 65, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle la formule de Karvonen qui vous est marquée là. C'est un petit calcul tout simple. Et ça va me permettre de définir ma fréquence cardiaque. Et en fait, si vous voulez, sur les deux formules, vous avez 0,6 et 0,8. 0,6 c'est 0,6 c'est 60%. En fait, c'est une intensité équivalente à 60%. 0,8 c'est une intensité équivalente à 80% du max. Donc, je sais que si je vais m'entraîner en aérobie, en endurance, il faudra que ma fréquence cardiaque, elle soit entre 128 et 149. Et c'est là la précision qui est importante, pour que le travail soit le plus bénéfique et le plus efficace possible. Ce qui veut dire que si je suis en dessous des 128, si mettons je suis à 110, c'est pas mal. C'est bien. Et c'est bien de faire quelque chose et c'est bien d'être à 110. Mais on sait que ce serait un peu plus efficace, si vous voulez, si c'était à 130, 140. Mais c'est pas pour autant que c'est pas bien de le faire à 110. Par contre, on sait qu'au-delà de 150, par exemple, on est à plus de 80% de notre intensité, de l'intensité qu'on peut fournir max. Aller au-delà, ça va être un effort important pour votre cœur, ça va être assez fatigant, on rentre sur des intensités élevées, c'est moins bien. Du coup, ça nous donne aussi, évidemment, les fréquences cardiaques max, faut pas les dépasser, bon, je le précise, mais c'est une évidence. Mais par exemple, là, sur le schéma, aller au-delà des 150, c'est pas forcément raisonnable. Et si je m'entraîne à faire de la course à pied sur le tapis, que je mets la vitesse habituelle et que je vois que ma fréquence cardiaque elle dépasse les 150, c'est un signe que peut-être je suis fatigué, peut-être que je me suis trop entraîné, que peut-être quelque chose ne va pas, et que du coup il va me falloir réduire la vitesse, réduire l'intensité, pour que mon cœur il soit toujours dans cette plage entre les 130 et les 150. C'est comme ça, c'est une des trois manières dont on va évaluer l'intensité de votre pratique. Il y en a une deuxième, et en fait c'est les choses que normalement, c'est encore une fois si vous êtes passé en rééducation, moi, c'est les indicateurs avec lesquels je travaille. Ça va être la fréquence cardiaque, où je donne à mes patients une fréquence cardiaque cible quand ils font du vélo et une intensité en général. Je leur donne des watts et je leur dis, voilà, tu dois être à tant de watts et votre fréquence cardiaque, ça doit être à peu près ça. L'autre paramètre que je vais regarder, ça va être l'essoufflement. Si je fais faire du vélo à une personne, je lui donne une certaine intensité et que je vois pendant 30 minutes, il parle avec le voisin, pas essoufflé, rien. J'ai même pas besoin de regarder la fréquence cardiaque, je sais que l'intensité, elle sera pas forcément très élevée. À l'inverse, si la personne d'à côté, elle fait du vélo et je vois qu'elle est très essoufflée, qu'elle a un essoufflement marqué, qu'elle n'arrive pas à parler,
bah là, je sais que l'intensité, elle est trop élevée, qu'il faudra que je fasse pédaler, par exemple, moins vite. Donc, il y a l'essoufflement qui va être important. On a des repères, en fait, on doit pouvoir parler, on doit pouvoir siffler, mais par exemple, on ne va pas pouvoir chanter. D'accord? Si on est sur un essoufflement sur une intensité moyenne, on doit avoir une aisance, mais ça doit quand même on doit avoir un essoufflement qui apparaît, un petit essoufflement, si vous voulez. Et l'essoufflement à l'effort n'est absolument pas pathologique. C'est normal d'être essoufflé quand on fait un effort. Ce qui est anormal, c'est d'être essoufflé quand on est au repos, assis par exemple, ou en train de manger. Là, c'est un signe de, souvent l'essoufflement, c'est un signe de maladie cardiaque, justement. C'est le premier signe de maladie cardiaque, ça va être l'essoufflement. Et du coup, le troisième, ça va être tout simplement en fait l'appréciation de la difficulté. Si je vous fais faire du vélo et que ça vous fait très mal aux jambes, bah c'est que c'est probablement ce que je vous demande, c'est trop dur. C'est que j'ai mis trop d'intensité ou que la côte elle est trop forte. Donc ça va être en fait votre ressenti. Ce qui est intéressant, toujours pareil, à passer en centre de rééducation ou l'avantage des personnes qui ont déjà fait du sport, c'est qu'on est familier avec ça, avec entre guillemets la douleur, avec la difficulté, avec les sensations que ça peut produire. Quelqu'un qui a jamais fait de sport ou d'activité physique, si je lui fais faire du vélo, dès que ça va monter un peu, ça va lui faire mal aux jambes. Il va se dire, oh là là, c'est pas normal. Alors que peut-être pour quelqu'un qui a fait du sport, bah, il jugerait que c'est une douleur qui est modérée. L'avantage et l'inconvénient à la fois, c'est que c'est des données qui sont subjectives. C'est votre appréciation de la chose. Donc, ça renvoie à votre connaissance de votre pratique et de votre corps, si vous voulez. C'est pour ça qu'on en utilise plusieurs, qu'on utilise l'essoufflement, la fréquence cardiaque et l'appréciation de la douleur qu'on évalue via ce qu'on appelle l'échelle de Borg. Pareil, c'est des choses assez classiques en rééducation. Nous, ce qu'on va viser, c'est une intensité modérée à moyenne, on va dire, ou voire facile. Je commence à être légèrement essoufflé. Vous voyez, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, à 110, bah, je suis sur une intensité assez facile. J'ai un essoufflement qui est léger. À moyen difficile, je peux parler, mais en prenant des pauses. Je peux pas parler tout le temps parce que j'ai quand même besoin d'envoyer pas mal d'oxygène dans mes muscles pour qu'ils travaillent, parce qu'ils en demandent beaucoup, parce que justement, ils font un effort qui est assez intense. C'est ça les trois facteurs qu'on va utiliser pour vraiment évaluer l'intensité de notre pratique et de notre activité. Du coup, je vais juste reprendre la question qui était en lien. Je disais, ça fait 5 ans que j'ai été opéré, donc les 4 séances d'aquagym ce n'est pas excessif. Non, c'est pas excessif dans le sens où si ça te génère pas de douleur, ça te génère pas de fatigue après tes 4 séances et que tu te sens bien, ça, à mon sens, pas excessif. Si tu arrives à récupérer et si pendant tes séances, bah tu respectes, on va dire, les 3 critères de l'intensité. C'est à mon sens pas excessif. Après l'aquagym, je mettrais plus dans le renforcement musculaire que vraiment dans une activité d'aérobie, d'endurance. Mais tu m'as dit que tu faisais, par exemple, je crois, de la marche active. Voilà. Donc, ce qui serait intéressant, c'est ta marche active, de voir si pendant la marche active, bah, tu es essoufflé et quelle est ta fréquence cardiaque. Si on définit ta fréquence cardiaque cible, est-ce qu'elle est dedans? Si tu es en dessous, bah, ça veut dire que la marche active, c'est bien, mais c'est pas assez intense. Peut-être qu'il faudrait se mettre à trottiner. Peut-être qu'il faudrait alterner marche active, je trottine un peu, je marche, je trottine. Vous voyez, il y a d'autres choses à faire, enfin ou pas, je sais pas. Ça dépend en fait des données qu'on récolte pendant ton entraînement. Mais il y aurait des paramètres à analyser pour justement savoir quelle est l'intensité. Qui nous partageait voilà, que 2 semaines après un infarctus avec pose de stent, donc il est en attente de réadaptation cardiaque, mais il a déjà eu une très bonne initiative qui est quand même de reprendre la marche une trentaine de minutes par jour. Donc est-ce qu'il doit faire attention? Est-ce que c'est une bonne idée? Quel est ton avis là-dessus? Alors, c'est une bonne idée, oui, pour moi, c'est forcément une bonne idée, sauf contre-indication médicale. Il faut, je ne sais pas si ton cardiologue ou si le médecin que tu as vu t'a donné des recommandations, des choses. Si tu as dit que tu pouvais recommencer à faire, ils vont en général vous dire que vous pouvez, sauf contre-indication, refaire de l'activité physique doucement. Donc, marcher, c'est très bien. Et du coup, marcher 30 minutes, 30 minutes, c'est très bien, parce qu'on est quand même dans l'endurance. Mais du coup, ce qu'il va falloir regarder, c'est justement essayer d'évaluer tes paramètres. Est-ce que tu as mal aux jambes pendant que tu marches, ou à la fin, est-ce que tu as mal aux jambes? Est-ce que tu es essoufflé? Ou est-ce que tu peux marcher ou tu marches avec quelqu'un et tu discutes pendant 30 minutes? Ce qui nous dirait que l'activité, elle est pas très intense. C'est plutôt une activité assez faible. Mais oui, sur le principe, oui, c'est très bien. C'est très bien, mais du coup,
Même chose, ce qui me manquerait là tout de suite, c'est un test d'effort pour connaître ta fréquence cardiaque max et te dire, bah voilà, tu peux marcher. Et quand tu vas marcher, bah, il faut pas que tu dépasses telle fréquence cardiaque. Il faut que tu essayes d'être plutôt autour de telle valeur. C'est ça qui me manquerait, si tu veux, pour te donner plus de détails et te dire si c'est bien, pas bien, ou voilà, ou si c'est assez ou pas assez. Mais après, oui, c'est une très bonne initiative. Et comme je disais, plus vite on reprend, mieux c'est pour le cœur. Il est donc recommandé de s'équiper d'une montre cardio. Bah oui, l'idéal, oui, c'est d'avoir une montre connectée ou un cardio-fréquence-mètre. C'est des bandeaux qu'on met sous la poitrine et qui sont connectés soit à un petit boîtier, soit qu'on peut connecter au téléphone et qui te permettent d'avoir un suivi de ta fréquence cardiaque. Après, il y a plusieurs façons de le faire, hein. On peut aussi avoir un oxymètre de pouls qui va vous prendre votre saturation, votre fréquence cardiaque. Mais oui, idéalement, c'est bien d'avoir quelque chose pour pouvoir évaluer votre fréquence cardiaque et la suivre en fait. Et du coup, il m'a été conseillé de faire de l'intervalle training, ouais. Par exemple sur le vélo, 30 minutes, niveau de difficulté varie entre 3 et 5, les 2, 3. Pourquoi ne puis-je pas baisser le niveau de difficulté de 1 au lieu de 2? Il m'a été conseillé de faire de l'intervalle training, ouais. Ça oui, c'est ce qu'on disait, c'est du fractionné, intervalle training, ça aurait des noms différents, mais c'est la même chose. Varier entre 3 et 5 toutes les 2-3 minutes. Ouais. En fait, c'est ça. L'idée, c'est d'avoir deux intensités. Normalement, en fait, ça va être un équivalent de vos seuils ventilatoires 1 et 2. Donc, c'est si on fait une épreuve d'effort avec la mesure de la VO2 max. En fait, c'est ça. La difficulté du niveau peut être baissée de 2 en 2 Oui, et non c'est de ça. 1. Donc, on passe d'un palier 3 à un palier 5, d'un Ah palier oui, 5 à on un est en palier train de parler 3, au lieu de faire le du niveau 3, de 1 4, à 2. 4, 5. C'est ta fréquence cardiaque qui va nous donner, et en fait, ça va dépendre du format d'entraînement. Moi, il y a des formats d'entraînement que j'aime bien, c'est le 30 secondes, 30 secondes, où en fait, pendant 8 minutes, on va faire 30 secondes d'effort très intense, où on va être sur vraiment quasiment un effort max, et après 30 secondes, où on va être à résistance sur le vélo 1, le plus petit, pour que justement la fréquence cardiaque redescende. Mais ça, je le fais avec des personnes, par exemple, si tu veux, qui ont preuve d'effort avec des intensités assez élevées. Parce que quelqu'un qui me fait, je te donne un exemple, 300 watts sur le vélo, je vais le faire pédaler pendant 35 minutes à niveau 8 et niveau 16. C'est dur, c'est beaucoup et c'est pas, voilà. L'avantage, c'est que ça me permet d'emmener les gens sur des intensités élevées pendant une période assez courte et après d'avoir au bout de 30 secondes, hop, ce que je disais tout à l'heure, avoir une plage de récupération où je sais que la fréquence cardiaque elle va redescendre et sa pression artérielle aussi pour éviter que ce soit trop fatigant, trop stressant pour l'organisme, des choses comme ça. Et après, quoi? Bah en fait, c'est tout simplement parce que si tu arrives à faire, par exemple, la résistance à niveau 5, ça veut dire que niveau 1, l'intensité, elle sera trop faible. Et de 1 à 2, en fait, ça peut m'arriver de faire à certaines personnes, de leur faire de l'intervalle training, où je vais leur dire, bah voilà, pendant 3 ou 4 minutes, tu vas pédaler à niveau 1, et après, pendant 1 minute, tu vas te mettre à pédaler à niveau 2. Mais parce que je sais que le niveau 2, ce sera son maximum. C'est le plus qu'il pourra faire en intensité. Et là, du coup, j'aurai un facteur que de 1 de multiplication. Mais quelqu'un qui peut faire 1 minute à niveau 6, bon, je ne vais pas le mettre à niveau 1 derrière parce que je sais que ce ne sera pas suffisant et je sais qu'il peut me faire plus. Et en fait, ce que je vais regarder, ce sera toujours la même chose, ce sera sa fréquence cardiaque et son essoufflement. En général, dans ma façon de fonctionner, moi, je fais la moitié. Si je le mets pendant 1 minute à niveau 8, eh ben, je sais que pendant 3 ou 4 minutes, je vais le mettre à niveau 4. Je sais que c'est à peu près les intensités, du coup, c'est à peu près ça qui va correspondre. Enfin, ça, c'est de mon expérience, de ma façon de faire, c'est pas forcément la meilleure qui soit. Mais j'ai tendance à fonctionner comme ça. Donc, tu vois, et bon, c'est un peu pareil, hein, entre 3 et 5, il y a des personnes, oui, ça peut m'arriver entre 3 et 5, si le 2, ils trouvent que c'est trop simple, ou qu'ils pédalent un peu dans la semoule, ou que 6, c'est trop dur. Mais sinon, j'aurais plutôt tendance à faire 3, 6 ou des choses comme ça. Mais après, oui, c'est une bonne façon de travailler. Et au-delà de ça, c'est une façon qui est un peu plus ludique. Parce que j'entends qu'être 35 minutes sur un vélo d'appartement à niveau 3, c'est un peu chiant quand même. Le fait de changer, de varier les intensités et tout, c'est quand même plus ludique, ça passe un peu plus vite, c'est bon, souvent un peu plus agréable. Après, attention, l'intervalle training, on peut pas en faire tous les jours, tout le temps. C'est quand même assez fatigant et ça demande pas mal d'énergie au système nerveux. Donc, quelqu'un qui vient 4 fois par semaine, bah, je lui en ferai faire
peut-être que 2 fois dans la semaine et le reste du temps, je lui ferai travailler en continu, sur une intensité qui sera continue. Merci Grégoire, ça me permet du coup de faire la transition avec la suite. Donc tu parlais justement aussi de ne pas se dégoûter, de faire attention à du coup garder un rythme qui soit aussi doux pour soi. Donc ça permet de passer sur le point suivant qui est comment, une fois qu'on a choisi son activité et qu'on a la bonne intensité, s'assurer de rester motivé, puisque évidemment le but c'est pas de faire une fois une activité et puis d'abandonner ensuite, mais de rester régulier. Donc, quelles sont les astuces que tu peux nous partager aujourd'hui pour C'est ça. rester motivé et régulier dans sa pratique? Alors en fait, c'est encore une fois, j'ai pas de recette miracle, mais c'est des choses qui marchent, si vous voulez, au-delà de ça avec moi, parce que moi j'ai la flemme. Je sais que si plusieurs fois dans ma vie, je me suis dit bon je vais faire du sport à mon domicile, chez moi. Ça n'a jamais marché. Je rentre chez moi, j'ai d'autres choses à faire. Il y a le canapé, il y a Netflix, il y a plein de trucs. Franchement, j'aurais pas envie. Je sais que je le ferai jamais. Donc en fait, si vous voulez, ça va être pour essayer d'éviter ça. Ça va être de poser des jalons et de poser un cadre pour essayer de pas sortir de la route. Du coup, il y a plusieurs choses qu'on va mettre en place. La première chose, et souvent ce que je demande aux gens de faire, c'est de m'écrire leur semaine type sur une feuille, un emploi du temps de la semaine. Tel jour je travaille, tel jour j'ai mes enfants, tel jour je vois des amis, tel jour je fais ça. Et en fait, ce qui va se dégager de ça, c'est des moments où on n'a pas grand chose de prévu, où on a du temps. Et du coup, ce temps où on n'avait pas grand chose de prévu, on va se dire, voilà, là, c'est un temps qui en fait maintenant va être dédié à quelque chose, et ce quelque chose, ce sera la pratique d'une activité physique. Si je commence ma semaine en me disant, je vais faire cette semaine, je voudrais faire 3 fois du sport. Bon, je verrai quand j'ai du temps dans la semaine pour le faire. Je verrai quand j'ai du temps. Je vous le signe maintenant, c'est jamais. J'aurai du temps, mais je vais trouver autre chose à faire parce que j'aurai peut-être pas forcément envie de faire ça parce qu'on me proposera de faire autre chose et si on me propose autre chose, j'ai rien de prévu. Donc je dirais oui. Mais du coup, j'ai plus le temps pour faire l'activité physique. Donc la première chose, c'est de rigidifier un moment, de figer un moment dans votre semaine ou plusieurs pour se dire là, c'est un créneau où je fais mon sport, je fais mon activité physique et c'est comme ça. Ça peut arriver que des fois on puisse annuler, on puisse pas le faire, on n'est pas des machines, mais dédiez un temps précis dans votre emploi du temps à la pratique de l'activité physique. Après, on va essayer de choisir un moment opportun. Moi, par exemple, je suis pas très matinal. Si je me dis je vais au sport le matin, je sais qu'il va y avoir des couacs, il va y avoir des accidents de parcours. Plus que si je me dis j'y vais le soir, je suis plus en forme le soir, je suis plutôt à me coucher tard. Et je préfère aller au sport le soir. Donc je sais que mon sport, je vais plutôt faire le soir. Donc en fait, ça va être ça pour un peu tout. C'est des conseils assez basiques, mais en fait, c'est faites quelque chose qui vous plaît et qui vous correspond. Après, il y a d'autres choses, ça va être par exemple le lieu. Si je me dis, allez, je vais à la salle de sport, j'ai trouvé une salle de sport, elle est bien, mais elle est à l'autre bout de la ville. Toulouse, il y a des bouchons, c'est une catastrophe. Si je mets 45 minutes de voiture pour y aller, à l'aller, au retour, même chose, m'attendez pas là-bas, vous me verrez pas. Donc on va essayer de trouver un cadre agréable, un lieu où on peut s'y rendre facilement pour être sûr d'avoir le moins de tentations possibles et le moins de choses qui vont faire que vous allez pas avoir envie ou vous allez avoir la flemme. Après, si je suis tout seul avec moi-même, c'est une discussion entre moi et moi. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Il y a personne qui me dira ah oui mais t'avais dit. Donc ça peut être une bonne idée de pratiquer à plusieurs. Pareil, si on va en centre de rééducation, souvent on a de l'émulation, on est plusieurs, donc on va s'entraider, on va se pousser les uns les autres. Donc ça peut être une bonne chose de trouver des personnes avec qui on se dit voilà, tel jour on va aller faire on va aller marcher, on va aller faire du vélo, on va aller à la musculation, peu importe. Mais en fait, ça va vous permettre d'avoir un supplément de motivation et surtout, si j'ai dit que j'y allais demain à 18h à mon copain, si j'ai la flemme, je lui dis ouais, j'ai la flemme, je suis pas sûr de venir. Lui, il va me dire non, on avait prévu d'y aller, moi j'ai prévu, allez, viens, dépêche-toi, on y va. Il y a quelqu'un qui va vous amener un supplément de motivation. Donc ça peut être une bonne chose. À l'inverse, un exemple que je prends souvent en ce moment, si je décide d'aller à la natation, d'aller à la piscine, et que j'y vais avec Léon Marchand, pas sûr que ça me donne envie d'y retourner. Je nage comme une enclume, lui il va à 2000, je vais me sentir nul, ça va engendrer un sentiment de dépréciation, je vais me dire oh là, je suis nul, lui il va vite, j'y arriverai jamais, vous me verrez plus à la piscine. Hein. Donc pratiquer avec des gens c'est une bonne chose, mais on va essayer de trouver des gens qui ont le même niveau à peu près ou un niveau équivalent au nôtre. À l'inverse, si on fait du vélo depuis très longtemps et qu'on se dit voilà, je vais aller faire du vélo avec des amis
et qui n'ont jamais fait de vélo de leur vie et que je dois m'arrêter toutes les 2 minutes pour les attendre, ce sera moins efficace votre entraînement à l'effort. Vous n'allez pas respecter entre guillemets l'intensité qu'on s'était ciblée, qu'on s'était fixée, donc il sera peut-être moins productif. Donc le choix des partenaires ou pas peut avoir une incidence aussi sur le fait qu'on y aille, qu'on veuille y aller ou pas. Et après, évidemment, dernière chose, qui est la plus bête, mais qui a quand même du sens et que je précise, c'est faites une activité physique, faites quelque chose qui vous plaît. Si demain, vous me dites va courir 3 fois par semaine, je vous dirais jamais de la vie, je déteste courir. Courir derrière un ballon, courir derrière autre chose, pas de souci. Courir pour courir, je déteste. Je vais y aller une fois parce que j'ai dit que j'y allais, une deuxième fois pour vous faire plaisir, et après, vous m'y verrez plus. Donc en fait, tout simplement, faites quelque chose que vous aimez. Dans les attendus, on disait il faut faire de l'activité physique d'endurance. Oui, effectivement. Si vous me dites je joue au tennis depuis 20 ans et le reste ça me saoule, j'ai pas envie, je vous dirais je vous dirais pas d'arrêter le tennis, je vous dirais peu importe l'activité physique que vous faites, continuez, faites-le, c'est le fait de faire régulièrement. Ce sera pas optimal, on est d'accord, il y a mieux à faire. Mais pour le moment, déjà ce sera très bien. Au moins vous allez faire quelque chose. Ce qui est important, c'est de faire quelque chose et de le faire de manière régulière. Si vous allez une fois tous les 3 mois courir, ce qui est à peu près mon cas, c'est bien. Vous êtes allé courir, c'est très bien. Mais les bénéfices, ils sont pas top. Donc, vraiment, la régularité, elle est très importante. Donc, faites quelque chose qui vous plaît. Le fait qu'on va le faire dans le temps, c'est qu'on fait quelque chose qui nous plaît aussi. Donc, c'est vraiment un conseil tout bête, mais c'est quelque chose de très important. Une autre chose qui peut être bien, que je pense que j'ai pas mis dans le PowerPoint, ça va être en fait de vous fixer des objectifs. Alors, ça peut être bien et pas bien. Dans le sens où si on se fixe des objectifs à trop long terme, par exemple à 1 an, on me dit dire bon allez, mon objectif c'est dans 1 an, je veux faire un marathon. Ok, c'est bien, mais 1 an c'est loin. Les 6 premiers mois vous allez pas me voir parce que je vais dire c'est bon, c'est dans 1 an, j'ai du temps, hein, tranquille. Donc je sais que les 6 premiers mois je vais rien faire. Et après je vais avoir 6 mois où je vais me dire bon quand même là j'ai pas couru une seule fois, faut que je fasse un marathon, c'est 42 km, bon va falloir que je m'y mette. Et au final ça va être une souffrance. Et on va faire quelque chose qui sera peut-être pas terrible, on va pas réussir à finir. Donc la finalité, c'est que ça va nous renvoyer, ce que je disais tout à l'heure, un sentiment un peu d'échec, de dépréciation. On va se dire ouais, j'avais dit que je ferais ça, je m'y suis pas tenu, je suis nul. Donc objectif à long terme, attention, c'est très piégeux et on a de fortes chances de sortir de route, de pas s'y tenir. À l'inverse, se fixer des objectifs à court terme, ça peut être beaucoup plus intéressant parce que c'est très facilement et très rapidement évaluable, quantifiable et on peut modifier les choses. Je vais me dire, à court terme, mon objectif c'est d'aller 3 fois par semaine courir, faire du vélo, aller à la natation. À la fin de ma semaine, je fais mon bilan. Cette semaine, j'y suis allé 0, pas terrible. Mais la semaine prochaine, ça recommence. La semaine prochaine, peut-être, je vais y aller 2 fois. Donc là, pas mal. Et après, on peut s'en découler un objectif à plus ou moins moyen terme, c'est un objectif au mois. Je vais dire, ce mois-ci, combien de fois j'ai fait mes séances? Des séances, ce mois-ci, j'en ai fait 7. Bon, c'est pas mal. C'est pas parfait, mais c'est un début, 7. Le mois d'après, on va essayer d'en faire au moins 7, voire plus. Et donc, en fait, d'avoir quelque chose d'atteignable rapidement, donc à court terme, déjà, c'est valorisant et ça nous permet de réajuster aussi. Et ça reprend le petit mot qui est marqué, être doux avec soi-même. En fait, c'est mettez-vous des objectifs réalisables. Faites des choses qui sont à votre portée. C'est bien d'avoir de l'ambition, mais on risque de pas y arriver. Et ça vous renvoie à quelque chose de négatif et du coup, ça vous donne pas envie d'en faire. Un exemple tout bête, c'est un peu de la psychologie de comptoir, mais les personnes à l'école qui sont jamais choisies au sport dans les équipes pour faire du foot, du rugby, du machin, ces personnes-là, vous êtes sûr qu'elles aiment pas le sport, elles aiment pas l'activité physique. Parce que ça les renvoie à quelque chose de négatif. Ah ouais, j'étais pas doué, ah ouais, j'étais jamais sélectionné, ah, c'est toujours moi qu'on choisissait en dernier. Des trucs tout bêtes. Mais du coup, on associe ça à quelque chose de négatif, une dépréciation, une dévalorisation. Et clairement, on n'aime pas se faire du mal, donc ça ne nous donne pas envie de continuer. Si vous avez des questions, évidemment, toujours pareil, n'hésitez pas. Et du coup, on va parler, en fait, je vous parlais de la régularité de la chose et de l'intérêt et de l'importance d'avoir une activité physique de manière régulière et assidue. C'est le triptyque, en fait, entre l'activité physique, les médicaments et l'alimentation. En fait, c'est 3 facteurs-là, 3 paramètres-là qui vont faire que vous allez rester en bonne santé. Si vous maîtrisez ces 3 paramètres, en fait, vous allez maîtriser quasiment
la totalité de vos facteurs de risque de maladie. Activité physique régulière, médicaments. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre plein de médicaments, au contraire, mais ça veut dire que votre traitement médical, vous le prenez tous les jours, à heure plus ou moins régulière, mais vous ne le prenez pas un jour sur deux, un jour sur trois. L'activité physique, elle est reconnue, si vous voulez, comme un médicament. Ça va être un de vos médicaments. Donc, si pareil, vous le prenez de manière anarchique, pas de façon assidue, bah, vous n'en aurez pas tous les bénéfices. Si vous prenez vos bêta-bloquants un jour sur deux, votre cardiologue, il va faire la tête et votre fréquence cardiaque et votre cœur, ça va pas être foufou. Donc, en fait, l'activité physique, ça va être exactement la même chose. Pareil pour l'alimentation. Il y a souvent des questions qui reviennent sur ah bah là je pars 2 semaines, il y a Noël, il y a le Nouvel An, je pourrais pas, je vais essayer de bien manger, de faire de l'activité physique. Non, en fait Noël, Nouvel An c'est une semaine dans l'année. Franchement, ne foutez rien, mangez. Je grossis le trait, mais c'est pas sur ce moment-là qu'il va falloir s'énerver. C'est sur tout le reste de l'année. Vous avez 350 jours après pour faire une activité régulière, faire attention à ce que vous mangez, donc manger équilibré. On disait un peu au début, manger suffisamment de protéines pour avoir de la masse musculaire, des choses comme ça. Et après, il y a une diététicienne qui intervient qui est plus calée que moi sur le sujet. Mais en fait, c'est vraiment ces 3 paramètres-là qui vont faire que vous allez maîtriser quasiment la majeure partie de vos facteurs de risque. Pas les facteurs de risque génétiques, les choses comme ça, mais tous les autres vont être maîtrisés et vont vous apporter du coup une bonne qualité de vie si vous faites attention à ce que vous mangez, si vous prenez régulièrement vos médicaments et si vous pratiquez de manière régulière une activité physique. C'est vraiment le triptyque qui est très important. Du coup, on va en venir à une dernière chose, enfin c'est pas la dernière, mais c'est la dernière des choses qui va être importante, c'est à quelle fréquence et combien de fois par semaine je vais devoir m'entraîner. L'OMS nous dit une activité physique d'intensité modérée, donc d'endurance, on parle toujours d'endurance, c'est 150 à 300 minutes par semaine. Donc on va prendre 150. Si on veut faire plus, c'est très bien, mais on va prendre 150 minutes par semaine. Ça nous fait 2h30, je suis pas trop mauvais en calcul. Et comment on va les répartir? Donc 2h30, c'est pareil, on va dire c'est un idéal. À vous de voir, en fonction du temps que vous avez dans la semaine, de l'envie que vous avez, est-ce que vous avez envie d'y aller tous les jours? Moi, j'ai pas forcément envie d'aller au sport tous les jours. Donc, je sais que je vais plutôt essayer d'aller vers un format 3 fois 50 minutes. Mais ça peut être agencé différemment. S'il y a des personnes qui vont préférer faire 5 fois 30 minutes, très bien. Encore une fois, mon conseil, ce sera le même. Faites quelque chose qui vous plaît, qui vous correspond. Et ayez des objectifs atteignables. Parce que si je me dis, bon, ok, tous les jours, je vais y aller 1 heure, c'est bien, mais c'est fatigant. Et puis, des fois, on a envie de faire autre chose. Des fois, on a envie de juste regarder la télé, par exemple. Faut pas se culpabiliser non plus, c'est normal. Donc, essayez déjà 150 minutes, ce sera très bien. Si après, vous ressentez le besoin, vous dites, bah, je peux en faire un peu plus, ok, très bien, allez-y. Mais commencez, toujours pareil, par quelque chose d'atteignable. D'accord? Et c'est ce qui est marqué, fréquence, régularité, c'est ça qui va faire que vous allez avoir des bénéfices sur le long terme. Si on y va une fois de temps en temps, bah c'est bien, mais c'est pas comme ça que vous en retirerez le plus de bénéfices. Idéalement, on va laisser un peu de temps de repos entre nos séances d'endurance, en fait, si vous voulez, pour bien récupérer. Et en fait, quand on fait une séance d'endurance, on a des effets bénéfiques qu'on va appeler une resynchronisation cardiaque. En fait, on a un nœud sinusal dans le cœur qui donne toutes les impulsions électriques, si vous voulez. Et le fait de pratiquer une activité physique d'intensité modérée, d'endurance, donc en aérobie, va permettre au cœur de se resynchroniser, d'avoir des battements et un fonctionnement plus régulier. On va passer du coup maintenant, si je suis allé un peu vite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à comment construire ma séance. Donc pareil, si vous êtes passé en centre de rééducation, tout simplement, on va distinguer 3 temps. Un temps d'échauffement, c'est-à-dire on parlait des intensités sur le vélo, 3-6, machin, ou si je dis 40 watts pendant 3 minutes et pendant 1 minute 80 watts, on va pas commencer directement à 80 watts ni peut-être à 40 watts. On va avoir une petite phase d'adaptation, on va se mettre sur le vélo, on va commencer avec la résistance minimum, et puis petit à petit, on va se rapprocher de l'intensité de notre séance. D'accord? Ou de la fréquence cardiaque cible ou de l'intensité cible. Et au même titre, à la fin, si je finis mon fractionné et que je suis à 80 watts, je vais pas m'arrêter de descendre de suite du vélo. Sinon, je risque d'avoir peut-être un petit étourdissement, un petit malaise vagal, devenir tout blanc, me sentir pas très bien. On va garder en fait 5 minutes de récupération
où on va permettre au corps de s'adapter, d'avoir la température corporelle qui va redescendre, la fréquence cardiaque qui va redescendre et l'essoufflement qui va redescendre aussi. En fait, c'est le corps humain, il fonctionne avec un système nerveux sympathique parasympathique. Si on grossit le trait, il y en a un qui est fait pour historiquement pour la fuite, en fait pour l'action, et un autre qui est fait plutôt pour le repos. Et en fait, d'avoir un temps d'échauffement, un temps de récupération, ça va permettre au corps de jongler entre ces deux systèmes nerveux. Donc c'est pour ça qu'on va ménager un temps d'échauffement et un temps de récupération pour pouvoir s'adapter à l'effort et que votre corps se prépare à ce que vous allez lui demander. Toujours pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va passer assez rapidement sur la fin. Donc, on a prévu d'aller faire du vélo ou marcher. Il y a des choses auxquelles on va penser avant. Regarder la météo. Peut-être que s'il grêle, c'est pas le moment d'aller faire du vélo. Et après, au-delà de ça, la météo va nous donner une information sur comment je vais m'habiller. Essayer d'avoir une tenue en fait adaptée. S'il fait froid, je vais pas y aller en short débardeur. À l'inverse, si c'est canicule, je vais pas y aller avec une doudoune. Vous voyez, des choses comme ça. Et dans tous les cas, si c'est canicule, j'y vais pas. On essaye de pas y aller. L'hydratation, très important. Si vous avez soif, c'est que vous êtes déjà hydraté. Donc normalement, il faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Donc important, ça dépend combien de temps vous partez. Si vous partez 20 minutes, vous buvez avant de partir, vous buvez en revenant. Peut-être pas la peine de s'encombrer avec une bouteille, une gourde. Au-delà de ça, c'est intéressant d'avoir quelque chose avec soi pour boire. La nourriture. On essaye de pas partir le ventre vide. Idéalement, on dit que le repas doit précéder de 3 heures la séance d'activité physique. Donc si ça fait 3 heures, je me suis levé à 7 heures, j'ai pris mon petit déjeuner, qu'il est 11 heures, je vais aller au sport. On est un peu loin, il aurait fallu peut-être prévoir un encas à 9h30, 10h par exemple. Idem, si j'ai mangé un cassoulet à midi, moi je vis à Toulouse, je vais pas aller faire du vélo de suite après, c'est pas le meilleur moment, où vous n'allez pas trop apprécier votre séance de vélo. Donc, il y a la question de la nourriture à se poser, encore une fois, hein, rien de fou, c'est plutôt du bon sens. Après, je vous encourage à prendre avec vous soit une pièce d'identité, soit votre téléphone portable. Dans votre téléphone portable, on a tous, en fait, quand vous allez sur appel d'urgence, on a tous des informations médicales qu'on peut remplir, qu'on peut pré-remplir. Les secours sont formés à ça. Alors, c'est pas forcément une pensée très joyeuse, on va dire, mais en fait, sur votre téléphone, vous pouvez renseigner votre identité, votre contact, votre pathologie si vous en avez une. Donc, bon, si vous êtes là, c'est que théoriquement, vous en avez une. Et par exemple, votre groupe sanguin ou les traitements médicamenteux que vous prenez. Ça peut être très utile. Un exemple tout bête, ma sœur, elle était partie courir, elle a fait une syncope, elle n'était pas en état de donner son identité, de dire ce qui lui était arrivé ou quoi. Et du coup, on a mis 8 heures à la retrouver parce que, en fait, tout simplement, on ne pouvait pas l'identifier. Donc, je vous laisse imaginer une maman qui a perdu sa fille pendant 8 heures, elle s'inquiète un petit peu. Si tout simplement on part avec une pièce d'identité, son téléphone et qu'on a rempli dans le téléphone la fiche de renseignement, on sait qui vous êtes, on sait où vous êtes et on sera à même de vous retrouver, de donner des informations à vos proches très rapidement. Et ça peut après, dans l'intervention, dans la gestion des secours, changer beaucoup de choses. Et après, la trinitrine, au-delà de la trinitrine, c'est les médicaments à prendre en cas de besoin. Donc, si on a fait un infarctus, souvent on va retrouver trinitrine, des natisprès, des choses comme ça, à prendre en cas d'oppression thoracique. Donc ça, il faut l'avoir toujours avec soi, au même titre que si je suis asthmatique, je vais avoir ma ventoline avec moi. Après, c'est pas pour autant qu'il faut partir avec la trousse à pharmacie. C'est vraiment, on prend les choses de première nécessité. Et pour les recommandations, c'est tout. Et après, on peut passer évidemment sur les 10 règles d'or de la cardiologie. C'est des choses assez évidentes et c'est un petit peu banal évidemment, mais c'est signaler à votre médecin tout essoufflement anormal. Donc, ce qu'on disait, si pendant que je mange ou que je suis assis dans le canapé, je suis essoufflé, là, c'est anormal. Être essoufflé à l'effort, c'est normal. Évidemment, toutes les douleurs, les sensations, fourmillements, douleurs dans le bras, principalement dans le bras gauche, dans la poitrine et sous pression, on le signale. Toutes les palpitations cardiaques survenant pendant l'effort ou juste après l'effort. Ça va être toutes les sensations, on va avoir vraiment l'impression d'avoir le cœur qui tape fort dans la poitrine. Toutes ces sensations en fait où on sent que peut-être il a un fonctionnement anarchique, le cœur. Période d'échauffement de récupération, ce qu'on disait. Évidemment tous les malaises, si on fait un malaise, le signaler à votre médecin. Boire 3 à 4 gorgées d'eau toutes les 30 minutes d'exercice, donc ce que je vous disais, de pas attendre d'avoir soif pour boire. Et ce que je vous disais, si je pars 20 minutes, c'est pas la peine, je bois avant de partir, je bois en revenant. Au-delà de ça,
on emmène de l'eau avec soi. Température extérieure, s'il y a canicule, on n'y va pas. À l'inverse, s'il fait très froid, qu'il y a des températures négatives, c'est pareil. C'est pas le bon moment d'aller s'entraîner, si vous voulez. Vous avez 365 jours dans l'année, des -5 et des canicules, il y en a pas tous les jours. Donc c'est pas les jours où elles sont là qu'il faut aller s'entraîner. C'est pas grave, on ira à un autre moment. Attention aussi aux pics de pollution. C'est des choses sur lesquelles on est peut-être un peu moins attentif. S'il y a beaucoup de pollution, qu'on a un indice élevé, peut-être pas le meilleur moment d'aller faire un footing dehors, ou alors pas en ville. On va essayer d'aller dans une zone, pour le coup, peut-être un peu plus loin, une zone boisée, ou de faire ça un autre jour, ou de différer, de faire une autre activité. L'automédication, les produits dopants, ça me semble évident. Pareil, si on est malade, si on a de la fièvre, toujours le même principe, c'est, je vous redirai la même chose, soyez gentil avec vous-même. S'il y a des jours où on est malade, quand on est malade, on se repose. C'est pas le moment d'aller faire de l'activité physique. Encore une fois, il y a 365 jours dans l'année. Si on est malade 10 jours dans l'année, il nous en reste 355. C'est déjà pas mal. Et passer une visite médicale, ce qu'on avait dit en préambule, passer une visite médicale avant de reprendre une activité physique ou sportive intense. Et idéalement, ce que je vous ai dit, d'avoir un test à l'effort, pardon. Un test à l'effort pour avoir des données mesurables, quantifiables et pour avoir une fréquence cardiaque cible, ce serait l'idéal. Je marche sur un tapis à la salle inclinaison à 12 maximum le lundi, mercredi et vendredi, une semaine, et l'autre lundi, mercredi et jeudi. Il n'y a pas 48 heures entre les deux. Est-ce vraiment important d'attendre 48 heures entre les deux séances? Non, encore une fois, ce qui est important, ça va être la façon dont tu supportes ça, dont tu le gères. Si à la fin, tu sens que tu es trop fatigué ou que ça a eu un impact négatif, dans ce cas-là, c'est important de laisser 48 heures. S'il n'y a pas eu les 48 heures, c'est pas un drame du tout. Encore une fois, je vous donne des recommandations sur ce qu'il faudrait faire dans un monde merveilleux, dans un monde idéal. C'est clairement pas le cas. On peut clairement pas tous appliquer ça. Si vous venez en centre de rééducation, je vous ai 3 heures par jour. Personne ne fait 3 heures par jour d'activité physique 7 fois par semaine. Enfin, sauf les sportifs de haut niveau. Donc, c'est clairement pas des formats qui sont transposables. Donc là, c'est au mieux ce qu'on doit faire. Mais on sait que la réalité, elle est différente. Donc, on va essayer de tendre vers ce mieux, de faire ce qu'on peut. Mais si on n'a pas les 48 heures, franchement, c'est pas très grave. C'est comme je vous disais, idéalement, et là, bon, si j'insisterai sur le fait d'avoir une activité physique d'endurance, donc vraiment une activité physique d'endurance, mais si vraiment vous détestez ça et que je vous dis c'est ça ou rien, moi je me trompe. Et vous me dites que je vous faites du tennis, n'importe quoi d'autre. Je vous dis ok, maintenez ça, continuez à faire ça, et en fait surveillez votre fréquence cardiaque quand même pendant que vous faites du tennis. Donc on va essayer de tendre vers un idéal. Si on n'arrive pas à l'atteindre, c'est pas dramatique. Un exemple tout simple, j'ai eu un monsieur en rééducation, il me disait moi je travaille en restauration. Je fais découper, j'ai 2 heures de pause le midi, mais je vais à pied, je rentre à pied, donc il me faut une demi-heure pour y aller, une demi-heure pour revenir, et je travaille 6 jours sur 7. Donc clairement, lui, du lundi au samedi, l'activité physique, il marche. C'est 30 minutes et c'est pas de l'endurance si vous voulez, mais il est avec le dimanche. Donc le dimanche, se faire 2h30 de cardio, il n'en a pas envie, et je le comprends. Donc ce monsieur, il me faisait 1 heure, 1h15 le dimanche. C'est pas idéal, mais il fait ce qu'il peut, il fait au mieux. Et déjà, il fait quelque chose. Et si déjà il arrive à se tenir à ça, à une fois par semaine, toutes les semaines, faire de l'endurance, faire 1 heure, 1h30 d'endurance, c'est déjà mieux que la majorité des gens et c'est très bien. Donc, on cherche à atteindre un idéal qu'on n'atteindra peut-être pas forcément, mais c'est pas grave. On essaye de l'atteindre, mais c'est pas un drame si vous voulez. C'est toujours pareil, il faut être un peu gentil avec soi-même. Il faut faire ce qu'on peut, faire au mieux. Et puis, s'il y a des choses où on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Tant pis. Merci beaucoup, Grégoire, pour tous ces éléments. Donc, si on doit récapituler, l'important, c'est de bouger. Donc, évidemment, avec l'accord initial du cardiologue ou encore mieux en ayant fait une réadaptation cardiovasculaire, mais on sait que c'est pas toujours possible. Donc, faire au mieux des activités d'endurance à une intensité qui nous convient, qui permet de bien se réentraîner. Si j'ai bien compris, l'essentiel, c'est de pratiquer, mais d'être attentif si jamais il y a un signal d'alerte, donc une douleur, une palpitation, surtout de ne pas perdre de temps, de s'arrêter, de le signaler directement à son médecin ou d'appeler le 15. Donc c'est ça. Donc l'idée, c'est pas avoir peur de bouger, mais avoir toujours cette idée que
si on bouge, on fait du sport, bah, on a un téléphone pour appeler les secours. On a toujours quelque chose qui permet, dans le cas où il y aurait une complication, d'être réactif. C'est un peu ça l'idée. Exactement, c'est ça. C'est de se faciliter en fait la vie et après c'est comme tu dis, l'important c'est de faire des choses, de faire quelque chose même si c'est pas parfait. Ce sera jamais parfait, c'est pas grave, mais il faut faire des choses et il faut mettre toutes les chances de son côté. Et puis après ce que je disais, c'est faire quelque chose qui vous rend heureux. Juste, je vais répondre à la question de ce qui me dit. Pour info, j'ai fait un infarctus le 4 juin 2023 à 26 ans et je suis en IC désormais. Je ne sais pas si c'est important. En fait, l'insuffisance cardiaque, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça va être ça va être déterminé par votre fraction d'éjection du ventricule gauche. En fait, c'est la partie de votre cœur qui va se contracter et qui va envoyer du sang vers votre corps, vers vos organes. Si cette fraction elle est trop altérée, due à des nécroses, à des cellules cardiaques qui sont mortes, ben en fait, votre cœur, il va pas envoyer beaucoup de sang. Quand il va se contracter, il va pas être très efficace. Donc, est-ce que c'est important? Bah oui, mais après, c'est votre cardiologue qui va le suivre, qui va juger de ça. Mais c'est du coup d'autant plus important d'entraîner votre cœur pour qu'il soit le plus efficace possible et d'entraîner vos muscles pour qu'ils aient besoin en fait de fonctionner et qu'ils apprennent à fonctionner je schématise beaucoup si vous voulez, mais qu'ils soient habitués à fonctionner et que du coup ils vous demandent moins de sang, moins d'oxygène pour éviter que le cœur ait trop besoin de monter dans les tours. Donc c'est d'autant plus important quand on a une insuffisance cardiaque, de faire du réentraînement à l'effort et de l'endurance. Mais ça n'empêche pas d'en faire, sauf contre-indication médicale, évidemment, comme pour tout le reste. Bah, un énorme merci Grégoire, en tout cas pour toutes ces informations. Bah, j'espère que ça vous aura été utile. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on pourra toujours les transmettre à Grégoire et vous répondre par email. J'en profite aussi pour faire un petit laïus sur les prochains ateliers. Donc, on organise un atelier toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Donc, on pourra se retrouver le mercredi 14 mai avec Sandrine Paul, donc une psychologue qui travaille en réadaptation cardiovasculaire, pour parler du choc émotionnel de l'infarctus et de comment est-ce qu'on accepte sa nouvelle vie après l'infarctus. On se retrouvera aussi le 20 mai, cette fois avec une docteure en pharmacie, donc Karine Martin-Latry, pour parler des médicaments et de leurs effets secondaires. Donc le fameux triangle avec la nutrition, les médicaments et l'activité physique. Et le 3 juin, on se retrouvera avec Amandine, donc qui est assistante sociale hospitalière, pour parler des différentes aides disponibles après l'infarctus, l'invalidité. Et plus globalement, si jamais vous vous posez des questions justement sur l'infarctus et maladies cardiovasculaires ou sur l'activité physique, que vous souhaitez retrouver les informations que Grégoire vous a partagées, elles sont toutes disponibles gratuitement sur l'application Noctua-Care, que vous pouvez télécharger du coup sur Android ou sur votre App Store. Donc n'hésitez pas à la télécharger, à la tester, à nous faire des retours. On vient de la lancer, donc on est très preneur justement de vos retours pour essayer de l'améliorer. Merci à tous. Si jamais vous n'avez pas d'autres questions, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et à vous dire à bientôt pour un prochain atelier. Bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup Grégoire. Bonne soirée à tous. Avec plaisir. Au revoir.